Très bien, tout le monde. Bon mardi à tous. Et je le pense vraiment, au fait. Un très bon mardi parce que nous l'avons fait. Nous sommes tellement heureux d'annoncer que nous avons dépassé un objectif que nous nous étions fixé pour cette émission. Nous avions gardé cet objectif secret parce qu'il comptait énormément pour nous et nous n'étions pas sûrs qu'il se réaliserait un jour. Mais ce week-end, c'est arrivé. Brigitte Dahl a fait la une de son premier journal national et nous ne pourrions pas être plus fiers. Félicitations à notre petite Brigitte Dahl, la reporter d'Hollywood. Regardez ça, tout le monde. Ils ont publié ceci. Comment Hunter Biden s'est retrouvé dans le studio maison de Candace Owens, à côté de sa poupée Brigitte McCrone. Oh là là, c'est vraiment un moment magnifique. Je suis tellement fière, poupée Brigitte. On veut juste profiter de chaque instant. Et nous n'avons pas parlé des gros titres à la poupée Brigitte. On ne veut pas que ça nous monte à la tête, mais on est quand même très excités ici. Par ailleurs, nous sommes de retour juste à temps pour un nouvel incident de fusillade à la Maison-Blanche. Et je suis aussi fière de vous donner des nouvelles concernant l'une de nos multiples demandes FOIA. Nous avons en fait reçu une réponse concernant le dernier incident de fusillade à la Maison-Blanche, l'opération Erika Kirk. Et la réponse était intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, sachez que ce week-end, des sionistes sont venus chercher ma fille de 3 ans. Bon, l'Amérique, voilà pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses. C'est à cause des sionistes que nous ne pouvons pas avoir de belles choses. Content de te revoir. À Candace. Va-t'en, poupée Brigitte. Va-t'en, poupée Brigitte. C'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. D'accord. J'ai tourné la page. Maintenant, concernant les sujets abordés aujourd'hui, je sais que je vais littéralement me faire démolir sur Internet pour ça. Je sais que je vais m'attirer les foudres de nos habituels commentateurs politiques, mais je dois le dire parce que je sais que tout le monde y pense en ce moment, d'accord? On ne peut pas continuer à avoir une tentative d'assassinat chaque week-end et s'attendre à des résultats différents. Ça devient vraiment, c'est trop, d'accord? Trump, c'est trop. La première fois à Butler, tu m'as eu. Tu nous as tous eus. J'étais au bord des larmes. J'étais bouleversée. On en a parlé. On est venu ce week-end pour couvrir ça. La deuxième fois, OK, c'était sur un terrain de golf. On était là. On a couvert ça avec sérieux en rapportant sur Ryan Root, le prétendu assassin. On s'est dit, comment a-t-il pu? Mais maintenant, Trump, on commence un peu à perdre le compte ici. OK, ça devient comme un passe-temps du week-end ou quelque chose comme ça. C'est, comme je l'ai dit, trop. On a l'impression que ça commence à être usé. C'est comme les pattes d'éléphant dans les années 70. C'était une mode, ce n'est plus d'actualité. Le public devient apathique. Tu es en train de battre le mauvais genre de record du monde Guinness? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'intéresse même plus le public. Et je vais être franc avec toi, Trump. Cela provoque le syndrome de Munchausen. Cela vous pousse constamment à essayer de transformer ces tentatives d'assassinat en une marque. Et cela ne peut pas être votre marque. Je ne veux pas que cela devienne votre marque. Bref, je suis sûre que vous avez vu les gros titres. Apparemment, 2 autres incidents se sont produits ce week-end. À la Maison-Blanche, un individu a tiré des coups de feu. Il a été tué. Super, je suis content qu'il soit mort. C'est en plein cœur de l'action. Je ne tiens même pas à entrer dans les détails ici. Je suis content, bien sûr, que tout le monde, à part le potentiel assassin, aille bien. Vraiment, je suis heureux que personne d'autre ne soit mort. Mais j'aimerais vraiment tourner la page sur ce récit parce que maintenant, c'est devenu une histoire. On a l'impression que les tentatives d'assassinat vont continuer jusqu'à ce que sa salle de bal soit entièrement financée et terminée. Évidemment, nous ne disons pas que nous voulons que Trump meure. Nous disons simplement que nous commençons à nous lasser de le voir presque mourir chaque week-end parce qu'on a l'impression que c'est pour attirer l'attention. Nous voulons juste qu'il soit en sécurité, tranquille, qu'il passe un week-end paisible comme tous les autres présidents, loin du cycle médiatique des « il a failli mourir ». Ce qui nous amène à la dernière tentative d'assassinat manquée et à nos questions concernant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Questions auxquelles nous cherchons des réponses parce que nous vous avons dit la vérité. Pour rappel, nous vous avons dit que nous avions déposé plusieurs demandes FOIA.
Nous avons également sollicité un commentaire de la Maison-Blanche en posant une question précise sur l'email interne que nous avions partagé avec vous, demandant l'amplification artificielle du clip I Want to Go Home d'Erika, parce que c'est une priorité très étrange pour notre armée, non? Faire en sorte que le clip d'Erika Kirk devienne viral, la décrivant comme un atout émotionnel en s'assurant que ce soit numéro 1 du jour au lendemain. Contactez les porte-paroles. Faites avancer cette affaire. On parle d'à peine 1 heure après la fusillade. On ne sait même pas si les Russes sont sûrs, mais eux, ils s'inquiètent de faire monter Erika. Ça semble un peu faux et surfait. Je vais le dire franchement, ça semble un peu faux et surfait. Mais nous vous avons dit que la Maison-Blanche, au début, nous avait répondu en niant fermement que quiconque du bureau militaire ait rédigé ou envoyé l'email. Mais nous avons remarqué ce langage spécifique, cette formulation précise, ce démenti particulier. La Maison-Blanche. Le bureau militaire de la Maison-Blanche n'a pas rédigé l'email. Nous avons ensuite appris que plusieurs services au sein du département de la Défense ont accès à différentes listes de diffusion. Donc, c'était probablement un langage très intentionnellement évasif et précis. Il niait seulement que ce bureau précis ait envoyé l'email. Alors, qui l'a fait? Nous voulions le découvrir. Nous sommes retournés vers eux et avons dit « Pour être clair, êtes-vous en train de dire qu'il s'agit d'un faux email? Personne n'a reçu ceci. Vous ne l'avez jamais vu. Je mets Stephen Chong en copie. Je mets toute l'équipe Coms en copie. Est-ce que l'email lui-même est faux? As-tu reçu cet email, Steve? Parce que je vois que tu étais en copie sur l'original. » Et pouf, comme un fantôme, nous sommes restés là, sans réponse. Donc, nous vous avions dit que nous allions déposer des demandes FOA. Nous allons l'envoyer à tout le monde, à chaque bureau, et je suis heureux de vous informer maintenant que nous avons bien eu une réponse. De la NSA, ils ont été les premiers à répondre à notre demande de documents. Et voici ce qu'ils ont écrit précisément. C'était très intéressant. Ils ont écrit « Il ne semble pas que vous cherchiez des documents créés ou contrôlés par la NSA. Nous avons transmis votre demande au bureau du secrétaire à la guerre et ou à l'état-major interarmé. » Oh, c'est intéressant. Le bureau du secrétaire à la guerre. Ouah! Eh bien, nous ne leur avons pas demandé de transmettre notre courriel à qui que ce soit. J'ai donc trouvé que c'était une direction intéressante à prendre. Vous savez, au lieu de nier l'existence de ce courriel, ils l'ont redirigé vers le bureau de Pete Hegseth, et c'est une diversion intéressante. Maintenant, Pete Hegseth, en général, est-ce que son bureau était à l'origine de l'email? Je pense qu'il en saurait quelque chose. Et nous parlons du département de la Défense. Je pense qu'il le saurait. Et lui, je vais juste dire ceci. Pete Hegseth a certainement été l'une des voix pro-Israël les plus dérangées de cette administration. Bombarder l'Iran, partir en guerre, c'est un changement radical par rapport à la personnalité de Fox News à laquelle les téléspectateurs s'étaient habitués. Nous ne savons pas vraiment ce qui le motive à pousser sans cesse l'Amérique dans des guerres qui, de toute évidence, ne vont pas l'aider. Et il y a aussi ceci concernant Pete Hegseth en général. Nous n'avons pas une seule seconde, relâché notre enquête sur Fort Huachuca. Ils ont essayé toutes les stratégies possibles, tentant de nous faire honte à ce sujet, faisant semblant que c'était mal. Non. Je sais lire les gens correctement. C'est une compétence unique que je possède. Ils réagissaient de façon excessive et ne donnaient aucune réponse. Il se passe quelque chose à Fort Huachuca, non? Et aussi, comme je te l'ai dit, déposer des plaintes ne revient pas à fournir un alibi concernant l'endroit où l'on se trouvait. Désolé, Brian Harple. Ce n'est pas parce qu'un avocat a écrit quelque chose dans un dossier que cela en fait une vérité. Tout le monde sait ça. Voyez Blake Lively pour plus de détails. De même, voyez Brigitte Macron qui a indiqué dans un dossier de plainte, je pense que c'était totalement accidentel, que j'étais citoyen britannique et américain. Ce n'est tout simplement pas le cas. Je n'ai même jamais demandé la double nationalité. Mais la plainte de Brian Harpo est remplie de tous ces mensonges vérifiables. En fait, je trouve assez étonnant qu'un avocat ne subisse aucune conséquence pour avoir validé des mensonges aussi facilement vérifiables. Par exemple, suggérer que Brian s'est senti obligé de participer à l'interview du podcast de Sean Ryan à cause de conspirations que j'aurais lancées sur Internet à son sujet, alors que je n'avais même jamais mentionné Brian Harpo dans cette émission avant 2 jours. Après son interview désastreuse qui est devenue virale pour toutes les mauvaises raisons,
Bref, revenons à Fort Huachuca, qui continue d'être ce point d'inflexion. Et si vous vous souvenez, l'une des choses que nous avons découvertes lorsque nous avons commencé à examiner de plus près le récit de Mitch Snow concernant ce matin-là à Fort Huachuca, c'est que la nuit après qu'il affirme avoir vu Erika dans un hôtel, il prétend avoir vu Brian Harple sortir d'une réunion. Eh bien, nous avons examiné ce récit, confirmé qu'il était bien là, confirmé que la police avait été appelée. Tout ce qu'il a dit était exact. Nous n'avons pas pu confirmer et nous ne pouvons toujours pas confirmer son souvenir de la personne qu'il a vue. Il pourrait simplement faire une erreur honnête ou il pourrait dire la vérité. Nous avons commencé à nous demander qui d'autre était présent à cette réunion pour chercher des réponses. Et il y avait un avion de l'armée de l'air qui est devenu très pertinent. Je vous rappelle que le 9 septembre, il a quitté Fort Huachuca à 11h43 du matin, heure locale. Et il a volé jusqu'à El Paso, au Texas. C'est pourquoi cela est devenu intéressant lorsque nous avons eu Brian Harple, alors qu'il essayait de fournir un alibi en disant « J'ai pris l'avion à 14h30 de Texas jusqu'à l'Utah, à Salt Lake City. » Ça ne pouvait pas être moi qui étais à Fort Huachuca. Nous avons désigné cet avion et dit « Non, cet avion aurait pu appartenir à quelqu'un qui était à la Réunion, puis est allé au Texas, atterrissant à 13h31. Heure locale. Ce n'était qu'un saut de 50 minutes d'El Paso, Texas, à Fort Huachuca. Ensuite, cet avion vole d'El Paso jusqu'à la base aérienne d'Andrews, à Washington, D.C. Maintenant, la raison pour laquelle ce vol était pertinent et a attiré beaucoup d'attention dès le début, c'est parce qu'il utilisait un indicatif d'appel SAM 102. SAM, pour vous rappeler, signifie Special Air Mission. En aviation, c'est un indicatif d'appel militaire officiel utilisé par l'US Air Force pour désigner les vols transportant des hauts responsables gouvernementaux, des dignitaires étrangers ou des VIP de haut rang. Quand vous voyez un SAM dans le ciel, c'est rare. Vous avez un vice-président à bord, vous avez un directeur du FBI, vous avez un personnage du genre Pete Hegseth. Nous avons essayé, sans succès pour l'instant, de déterminer qui était exactement ce haut responsable gouvernemental qui se trouvait à bord de ce vol de Fort Huachuca à El Paso, au Texas. Cela semble être une information qui devrait être facile à obtenir. Je veux dire, nous payons beaucoup d'impôts en ce moment. Je veux juste savoir où vont mes impôts. Quoi qu'il en soit, j'ai vérifié l'emploi du temps de Pete Hegseth pour le 9 septembre. Il était à Washington, D.C. à 15 heures. Il accueillait le ministre de la Défense de Singapour. Donc, il est peu probable que ce soit Pete Hegseth à cause de cela. Ça ne colle pas avec l'horaire. C'est photographié. Mais je peux vous dire que Pete Hegseth a déjà pris exactement cet avion et utilisé un indicatif d'appel SAM. Pete Hegseth a déjà été à bord de cet avion par le passé. C'est pourquoi les gens se demandaient si ça pouvait être lui. Mais non, ça ne colle pas si on ajoute cette réunion qu'il a eue. Il n'aurait pas pu être de retour à Washington, D.C. Attends. En revanche, pour Kash Patel, nous n'avons absolument aucune indication sur l'endroit où il se trouvait le 9 septembre, vraiment. Et c'est intéressant parce que ce personnage Sam, qui vole autour de Las Vegas, c'est justement de là que vient Kash Patel. On ne sait tout simplement pas. Alors je me suis dit, tiens, on devrait probablement déposer une demande FOIA. C'est d'ailleurs mon nouveau passe-temps favori, déposer des demandes FOIA. Comment se fait-il que je n'ai pas fait ça avant? C'est amusant, c'est une activité sympa pour le week-end, non? N'allez pas tenter un assassinat. Restez plutôt chez vous et déposez quelques demandes FOIA pour essayer de comprendre ce que fait notre gouvernement. Pour qui travaille-t-il encore, au juste? Je me demande si on peut déposer une demande FOIA pour savoir pour qui Trump travaille. Ce serait intéressant. Je veux des informations. J'aimerais bien savoir pour qui le président travaille. Je plaisante. On connaît déjà la réponse à cette question. Ce qui m'amène à mon fil préféré de la semaine. C'était vraiment stupéfiant. On le sait tous, on voit les signes. On sait qu'on a affaire à une bande de bots, des bots pro-Israël sur X. On connaît la section des commentaires. À ce stade, ce sont juste des marionnettes qui essaient de vous convaincre qu'elles sont de vraies personnes avec des profils. Tout ça, c'est une opération psychologique. Mais voir quelqu'un publier des preuves d'avoir reçu une offre pour participer à ça, c'était stupéfiant.
Et c'est exactement ce qu'a fait Gabrielle Cuccia. Aujourd'hui, elle se fait appeler Gabi et je peux vous dire qui elle est. Un élément de son passé, c'est qu'elle a été renvoyée de son poste de correspondante en chef au Pentagone. Elle a affirmé avoir été licenciée après avoir critiqué Pete Hegseth pour avoir instauré de nouvelles règles qui limitaient en réalité l'accès de la presse au Pentagone. À l'époque, elle a écrit, je cite, « Appelons les choses par leur nom ». Il limite la liberté de mouvement au nom de la sécurité nationale. Elle était peut-être en avance sur son temps. Il semble que nous ayons fait beaucoup de choses au nom de la sécurité nationale. Amenez-moi la salle de bal, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ceci. Mais quelle nation sommes-nous en train de sécuriser? C'est ma question. Quelle nation sommes-nous en train de sécuriser? Cette administration ne semble pas être celle-là. Bref, comme je l'ai dit, c'est le fil conducteur de Trump 2.0. Utiliser la sécurité nationale comme prétexte pour vraiment aider tout sauf l'Amérique, un prétexte pour installer n'importe quoi et n'importe qui d'Erika Kirk à sa salle de bal. Et là, on a demandé à Gabrielle de participer à une campagne pro-Israël assez sinistre proche de la Maison-Blanche. Et heureusement, vraiment heureusement pour elle, elle a survécu pour pouvoir en parler sur Twitter. Alors lisons ensemble ce qu'elle a publié. Elle a écrit « Vous vous demandez peut-être deux choses. Premièrement, qu'est-il arrivé à Trump? Qui écoute-t-il? Et deuxièmement, pourquoi a-t-on l'impression que l'Internet n'est pas réel et que l'engagement fluctue en fonction de certains sujets ces derniers temps? Je pense que je peux aider à répondre à ces deux questions. Il existe une entreprise appelée Vine and Fig Tree, VFT. VFT est une organisation pro-Israël avec des liens avec l'administration. Plus tôt cette année, VFT était à la Maison-Blanche pour rencontrer Sébastien Gorka. Peu de temps après cette réunion à la Maison-Blanche, j'ai été contactée par l'intermédiaire d'un tiers et on m'a demandé d'écrire des scripts pour VFT. La personne qui m'a contactée est publiquement très chrétienne et largement perçue comme America First. Je vais m'arrêter ici pour vous dire cela. Elle identifie plus tard cette personne comme étant Sean Chenoweth, qui est le directeur de Cognitive Advantage au Conseil national de sécurité. Il travaille donc sous la direction de Sébastien Gorka et avec lui, ce qui est logique. Elle poursuit. On m'a dit que le script servirait à créer une vidéo générée par une IA pour le compte de la Maison-Blanche, plus précisément pour le Conseil de sécurité nationale et Sébastien Gorka. Ils m'ont dit, oui, nous devons faire cela en leur nom, au nom de l'administration, car ils ne veulent pas que cela donne l'impression de venir de la Maison-Blanche. Vous savez ce que je veux dire? Je veux dire, ça a marché pour eux et pour Nick Shirley. Oh, une pause. Nick Shirley, le gars qui a infiltré la favela en 48 heures chrono. Ouf, je suis choquée de l'entendre mentionné ici comme quelqu'un qui aurait potentiellement été mis en avant intentionnellement par d'autres forces. Écoutez, je dis juste ça. L'histoire était un peu bizarre. Pour moi, ça ne passait tout simplement pas le test SNP. Je suis désolée, Nick. Je suis sûre que tu es quelqu'un de vraiment sympa. Bref, elle continue. On m'a alors donné un lien Dropbox contenant des recherches, des données de sondage, des commentaires internes et du matériel stratégique compilé par VFT et le tiers impliqué. À l'intérieur du Dropbox, il y avait 7 dossiers. Ces documents révèlent les activités réelles de cette organisation. Leurs rapports ciblent les comptes conservateurs et de droite dissidentes, les jugeant vulnérables ou liés à des influences étrangères. Les rapports incluent des informations concernant Nick Fuentes, les Hodge Twins, Candace Owens, Tucker Carlson, Jackson Hinkle, Ian Carroll et Mario Knopfel, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils ont également recueilli des données de sondage et de réaction autour de la démission de Joe Kent de l'administration. Dans un autre rapport, ils ont soutenu que la méfiance entourant l'assassinat de Charlie Kirk était principalement due au fait que les Américains se laissaient berner par les réseaux de propagande russes, chinois, iraniens et pakistanais. Dans ce même rapport sur Charlie Kirk, il déclare, je cite, « Cela représente une menace urgente pour la sécurité nationale et exige une réponse de l'ensemble du gouvernement au même titre que les cyberattaques ou le terrorisme. » Je veux juste m'arrêter là un instant. Les gars, c'est vraiment inquiétant.
Encore une fois, ce qu'ils font ici, c'est utiliser le prétexte de la sécurité nationale pour salir des citoyens considérés comme soi-disant dissidents, parce que nous n'acceptons pas leur récit et nous pensons qu'ils sont coupables d'être impliqués dans l'assassinat de Charlie Kirk. Alors, que font-ils? Ils inversent la situation. Ils disent en fait, non, c'est vous le problème et nous devons vous traiter comme des terroristes. C'est ce qui est en train de se passer. Exactement ce contre quoi le mouvement MAGA s'est battu. Vous vous souvenez quand tous ceux qui étaient dans MAGA étaient qualifiés de terroristes intérieurs? Et nous avons dénoncé cela en disant « Ce que vous faites, c'est utiliser le gouvernement pour attaquer des citoyens qui ont le droit de soutenir Trump. » L'administration Trump fait maintenant la même chose. Ils sont engagés dans cela. Sébastien Gorka, elle l'implique comme étant le personnage qui orchestre tout cela et dit « Nous devons répondre à cela avec toute notre force. » Des gens qui réfléchissent. C'est tellement totalitaire de lire ça, comme si le fait que les gens réfléchissent était un problème. Des gens qui ne croient pas au récit de Charlie Kirk, on va accuser. Le Pakistan. On va accuser la Russie. On va accuser l'Iran. Et si vous accusiez plutôt le récit bidon que vous avez inventé, ce récit avec des gamins au cou de Superman qui n'avaient jamais mis les pieds sur un campus, escaladant les toits comme Spider-Man, tirant un seul coup, une balle qui se désintègre, sans correspondre à aucune arme. Et si vous accusiez le récit que vous avez propagé? Et la veuve la plus invraisemblable qui a ensuite repris son entreprise et qui, 6 jours plus tard, était en réunion Zoom, riant devant des emojis. Pourquoi ne pas laisser l'Iran, la Russie et le Pakistan en dehors de tout ça? C'est de votre faute, à vous. Pourquoi ne pas blâmer vos agents de réaction émotionnelle pour ne pas avoir réussi à vendre cette histoire au peuple américain, alors que ce sont justement les personnes que vous accusez d'être influencées par des opérations étrangères? En réalité, elles sont influencées par leur amitié avec Charlie Kirk. C'est cela qui m'influence. Mon amitié avec Charlie Kirk, la personne que je savais qu'il était et les gens dont je savais qu'il finirait par s'entourer, qui sont, à mon avis, totalement sataniques, et tout le monde peut voir ce qui pose problème dans le fait que Turning Point USA fasse volte-face sur tout ce en quoi il croyait, y compris en donnant une tribune à ses véritables ennemis. Pourquoi ne pas blâmer les mensonges que vous avez immédiatement lancés dès le départ? La façon dont vous traitez Joe Kent pour avoir tenté d'enquêter sur la possibilité que son assassinat ait été une opération d'influence étrangère. Le traitant de faible, le qualifiant de fuiteur. L'organisation que dirige sa femme soutient la campagne de diffamation contre la personne qui a tenté d'enquêter sur le meurtre de Charlie Kirk. J'ai beaucoup de choses à blâmer. Avant, je blâmais la Russie, l'Iran et le Pakistan. Je m'égare. Retour à sa discussion. Gabi poursuit. Ce sont les commentaires internes joints à ces rapports qui ont le plus marqué les esprits. Il parle de s'en prendre à Fuentes, affirmant que saper son identité chrétienne est probablement une bonne idée. Ils envisagent de faire appel à Matt Walsh ou Michael Knowles pour publier au nom de VFT. Ils suggèrent de collaborer avec le NCRI, fondé par Joel Finkelstein, multimillionnaire, qui traque la haine sur les réseaux. Petit rappel sur eux, ils ont aussi rédigé ce rapport avec mon visage, disant que Christ est roi est devenu antisémite. C'est eux qui ont inventé ça. Christ est roi est antisémite. Vous savez avec qui ils se sont associés pour ça? Vous savez qui d'autres figuraient dans ce rapport? Voici Johnny Moore, la moitié du duo Andrew Colvett, voici Johnny, et le docteur Jordan Peterson. Tous essaient de vous convaincre dans une opération psychologique que si vous pensez que Christ est roi, vous pourriez tomber dans le piège de la tétrade noire. Voilà qui c'est. Et maintenant, nous regardons Sébastien Gorka, soi-disant, s'associer et essayer essentiellement de cibler les Américains parce qu'ils ne croient pas à leurs mensonges. Associons-nous à ça. On va simplement commencer à qualifier ça de discours de haine. On va commencer à les traiter de terroristes. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des terroristes. Je m'égare à nouveau. Nous reprenons. Un autre commentaire interne intervient sur la façon dont ils vont conseiller les politiciens en se basant sur leurs données.
ce qui compile également des informations concernant GD, la candidature de Vance en 2028, citation, il y a clairement un moyen d'utiliser cela à notre avantage. Dites aux politiciens qu'il y a deux ailes dans le parti, qu'elles ne se recoupent pas et que la majorité se trouve ici. Et c'est là que vous devriez être si vous voulez être réélu. Fin de citation. Les documents abordent également les profils jetables, les comptes publicitaires jetables, les vidéos d'interviews générées par l'IA, les personas d'audience et les briefings de contenu anti-troll. Test d'engagement et segmentation idéologique de l'audience. Si vous vous demandez si la Maison-Blanche écoute réellement VFT, il est utile de consulter la dernière stratégie antiterroriste de 16 pages de la Maison-Blanche mise en avant par Gorka. À suivre. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Tout simplement incroyable. Et nous pouvons cliquer dessus. Elle publie les preuves du Dropbox, les informations auxquelles elle donnait accès. Notre gouvernement, je veux juste que vous compreniez bien ce qui se passe ici. Notre gouvernement est en train de décrire des citoyens disposant de plateformes qui ne croient pas aux mensonges qu'ils diffusent, comme des dissidents, comme des terroristes, ils les salissent. Ils me salissent en disant que je serais susceptible d'être influencé par une opération étrangère. Le Pakistan, l'Iran, la Russie, c'est là que nous avons trouvé nos idées de Charlie Kirk. C'est juste, c'est le plus incroyable. Ça, je le vois, c'est un dépouillement total de nos droits, de notre capacité à penser comme des êtres humains rationnels. D'accord, c'est un État totalitaire. En fait, vous devriez en lire davantage sur Sébastien Gorka. D'ailleurs, il n'a même pas été validé lors de la première administration à cause de son passé et de ses liens avec les services de renseignement britanniques. Donc, il a été accusé de façon crédible d'être un espion depuis longtemps, mais jamais d'être America First. Et toute personne qui organise cette réunion sans dire « dégage de chez moi », nous pouvons convaincre les Américains en leur disant la vérité, en partageant l'information avec eux et en leur montrant cela. C'était vraiment Tyler Robinson escaladant les toits comme Spider-Man qui a tiré un coup. Toute personne qui ne ferait pas sortir cette personne en courant de la Maison-Blanche, qui proposerait quelque chose comme ça, est, à mon avis, l'ennemi du peuple américain, est, à mon avis, une personne influencée par une nation étrangère. Et il s'agit, encore une fois, bien sûr, d'une organisation pro-Israël. Donc c'est quelque chose à surveiller. Parce que je vous le dis, ce que Trump fait en ce moment, ce que cette administration fait, c'est qu'il restreigne nos droits. Et c'est pourquoi je ne me considère plus comme tel. Je ne joue pas à leur jeu de gauche contre droite parce qu'ils nous retirent tellement de pouvoir dans le processus. Et cela me semble évident. Ils ont une emprise totale sur Trump. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'ils savent sur lui. Je ne sais pas ce qu'ils savent sur sa famille. Je ne sais pas quelles menaces ils ont proférées. Mais que Trump permette que cela se produise, et la seule chose qu'ils peuvent lui promettre, c'est son nom, sur des bâtiments à Gaza. Une fois qu'ils auront fini de tuer tout le monde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais m'arrêter là. Nous devrions faire une pause. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis, en ce moment, les plus grands centres de données d'IA de l'histoire sont en train d'être construits et ils sont alimentés par vos données personnelles. Vos déplacements, recherches, messages et applis sont suivis et stockés par des entreprises, hackers ou gouvernements. Non, le mode incognito ne vous cache pas vraiment. Avec l'IA, vos données sont plus précieuses et vulnérables. C'est pourquoi je vous présente le Ghost Phone. Le Ghost Phone est un smartphone conçu pour la confidentialité par nature. Il supprime les traceurs des mobiles actuels. Aucun service Google ne collecte vos données sans suivi de localisation cachée en arrière-plan. Profitez de vos applis habituelles sans partager vos données. C'est la technologie de confidentialité utilisée par les experts et ceux voulant contrôler leur vie numérique. Votre smartphone est devenu un mouchard de poche. Pour protéger votre vie privée, allez sur zeroghost.com/candace, code CANDACE pour $50 de réduction. Des options de paiement échelonnées existent. Allez sur zeroghost.com/candace avec le code CANDACE au moment de payer.
Je veux aussi vous parler de préborn parce que certains moments changent tout. Face à une grossesse imprévue, voir l'échographie et entendre ce cœur battre change la peur en espoir. Cela double ses chances de choisir la vie, d'où l'existence de préborn. Par des échographies gratuites et un vrai soutien, Preborn accompagne les femmes seules, les aidant à choisir la vie pour leur bébé et un avenir pour elles-mêmes. Le soutien continue après la naissance avec le nécessaire pour bébé, un suivi, des conseils et des ressources. Aujourd'hui, aider une femme effrayée à devenir une mère sereine. Seulement 28 $ financent une échographie gratuite et 140 $ aident 5 femmes. Composez le numéro 250 et dites bébé pour donner ou allez sur preborn.com. /Candace. Encore une fois, c'est preborn.com /Candace. Très bien, passons à, je suppose, cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes, l'ultrasionisme. Tout le monde est sioniste et ils partent en vrille. Ils sont pathologiques, ils mentent, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à porter le moindre coup. Ils s'en prennent aux familles des gens, les doxent, essaient de faire peur aux gens. Et je veux être clair, ces personnes sont dangereuses. Je veux dire, je le répète sans cesse, on ne peut pas faire les choses à moitié avec un psychopathe. On ne peut pas dire « Oh, ce n'est pas grave, je vais juste détourner le regard pendant que tu massacres des enfants à Gaza parce que je suis sûr que tu t'arrêteras là. Je suis sûr qu'une fois que nous vous aurons remis les rênes de l'Amérique, vous n'aurez aucun projet de massacre de masse ici. » Qui a tué Charlie Kirk? Je dis juste que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et il semble qu'il y ait beaucoup de feu en ce moment en ce qui concerne les personnes qui défendent radicalement l'histoire insensée autour de son assassinat. Ils semblent tous avoir une chose en commun, c'est qu'ils aiment Israël plus que tout. Eh bien, cela a fait le buzz ce week-end, juste pour entrer dans l'esprit de l'un de ces sionistes. Je n'avais même jamais entendu parler de cette personne, mais elle a certainement entendu parler de moi. Nathalie Jean Beisner était en tendance, le genre de tendance que vous ne voulez surtout pas parce que vous vous en êtes pris à un enfant de 3 ans. Je ne plaisante pas. J'ai publié, vous savez, j'avais l'habitude chaque dimanche de poster quelque chose de drôle que mon enfant disait. J'avais un peu arrêté de faire ça, avatrologie, assassinat, mais j'ai recommencé à le faire ce week-end. Et j'ai juste tweeté cette petite chose drôle que ma fille de 3 ans a dite. Voici mon tweet. Mon mari, c'est un maillot de foot sale. Ma fille, je ne suis pas sale. Et j'ai écrit « Lol, personne n'insulte la princesse avec une photo d'elle dans son maillot sale parce qu'elle n'a aucune idée de qui est Messi. » Moi non plus, en fait. Je ne suis pas le sport. Et c'était juste un petit moment mignon entre père et fille quand il l'a sorti et a dit « Oh, c'est un maillot de Messi. » Et bien sûr, ceci, pour un sioniste, est-ce un acte de guerre? Y a-t-il un enfant qui respire? Y a-t-il un enfant heureux? Attaquez-le. Donc, Nathalie Jean Beisner a tweeté ceci. La fille de Candace va devenir une sacrée garce ou finir en prison ou les deux. Évidemment, ça s'est retourné contre elle parce que la plupart des gens n'ont pas ce dérangement mental en voyant une fillette de 3 ans porter un maillot de foot. Alors, qui est Nathalie Beisner? Jetons juste un œil à son profil social. Parce que ce serait la raison pour laquelle tant de gens pensent que ça doit être un travail à plein temps, non? On ne va pas simplement sur un profil Instagram et on voit 10 publications. Je veux dire, il n'y a même pas 10 publications par jour. C'est juste toi. Ce n'est pas mon profil. Ce que je vous montre ici, ce n'est pas mon profil. Et c'est bizarre. Il y a plus de publications sur moi sur son profil qu'il n'y en a sur le mien. Alors, qui est cette personne? On a maintenant envie de le découvrir. On dirait qu'il pourrait y avoir un changement de nom quelque part. On a commencé à creuser un peu, mais ce que nous pouvons confirmer, c'est qu'elle n'est qu'une autre actrice de série D oubliée qui cherche son prochain contrat. C'est ce qui arrive. Ces femmes vont à Hollywood. Elles y vont quand elles sont jeunes. Comme le veut l'histoire, beaucoup d'entre elles pensent qu'elles peuvent coucher à droite à gauche et qu'elles resteront jeunes pour toujours. Elles abandonnent un peu leur vie, elles ne se posent pas, elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de mari à retrouver à la maison. Elles cherchent le prochain rôle, et quand ça ne marche pas et qu'elles sont trop âgées pour Hollywood, elles gardent toujours ça en elles. Elles pensent toujours qu'elles peuvent réussir. C'est un peu l'histoire de Nathalie Beisner. Elle pense toujours qu'elle peut réussir. Donc, son dernier rôle, c'est d'être sioniste, de faire comme si elle se souciait d'Israël, de faire comme si elle pouvait vraiment vendre la cause sioniste en étant plus dérangée que n'importe qui d'autre. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle est là pour s'en prendre à des enfants de 3 ans qui portent des maillots sales
Je pense vraiment que nous sommes arrivés soudainement à ce point où ils sont devenus tellement dérangés qu'ils nous qualifient de terroristes domestiques. Parce que nous ne voulons pas nous aligner sur le génocide, parce que nous ne voulons pas nous aligner sur l'assassinat de Charlie Kirk, il va falloir qu'on apprenne qui sont vraiment ces gens, non? Si vous êtes quelqu'un qui tweet naturellement en traitant des enfants de 3 ans de méga bitches, les gens doivent le savoir. Où tu es, qui tu es, pourquoi tu es là, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là dans ta vie, ce qu'il y a dans ton armoire à pharmacie, je n'en sais rien. Je n'aimerais pas vivre à côté de quelque chose comme ça. Ces gens-là, comme je l'ai dit, sont dangereux et je ne serais pas surpris si on découvrait certaines choses à leur sujet. Donc, je vais commencer à creuser, à examiner certains de ces comptes qui publient toute la journée, tous les jours, et je vous tiendrai au courant de ce que je découvre, car nous avons déjà trouvé des choses intéressantes sur Nathalie Jean Beisner. Et je vais m'arrêter là. Dans d'autres actualités sionistes, Turning Point USA était en tendance pour avoir fait ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire changer complètement de position sur tout. Charlie Kirk a-t-il jamais dit, et en utilisant le fantôme de Charlie Kirk pour dire « Eh bien, s'il était là, il dirait ceci, même si cela contredit tout ce qu'il a jamais dit. » D'où notre compte à rebours. Blakey, nous en sommes à 50. Je ne pensais pas qu'on atteindrait 50 jours. Et nous voilà à 54 jours, 54 longs jours et longues nuits. Sans aucune réponse concernant la vidéo présumée d'IA de Charlie Kirk nommant Erika comme PDG, nous lui demandons simplement de publier la vidéo. Ce n'est pas si compliqué. Je ne comprends pas pourquoi ils contactent des journalistes du Daily Mail en disant qu'ils peuvent organiser une projection. C'est comme la vidéo du 7 octobre. Vous pouvez avoir une projection, nous pouvons vous l'apporter. Nous pouvons vous la montrer sur FaceTime, mais vous ne pourrez jamais en parler à personne. C'est assez simple, c'est vous qui l'avez diffusée. C'était sa musique d'entrée pendant qu'elle savourait le moment. Oh, c'est moi, le pouvoir illimité à Amfest. Et on dit juste ça. Vous nous avez donné l'audio. Donnez-nous la vidéo. Ça paraît tellement rationnel. C'est une demande rationnelle. Mais Blakey dit que ça ne l'est pas. Il dit que seuls des psychopathes voudraient une preuve que Charlie est allé à l'encontre de tout ce qu'il a toujours dit. À chaque fois que Charlie faisait ça, il le faisait en privé, d'ailleurs. J'imagine qu'il n'était qu'un personnage public. Il faisait semblant d'être conservateur. Mais en secret, il était un féministe inconditionnel. Inconditionnel. Oui, c'est vrai, quand il rentrait à la maison, il portait les chapeaux de la marche des femmes. Il disait juste « Erika, si jamais il m'arrive quelque chose, je veux que tu prennes la relève. Je veux que tu laisses nos enfants à la maison, effectivement orphelins, et que tu prennes le contrôle de toute mon entreprise. Et pendant que vous êtes dans mon entreprise, veuillez revenir sur tout ce que j'ai pu dire. Je ne veux plus la reconnaître comme mon entreprise. » Erika a dit « D'accord, chérie. Je t'ai eu. Je le ferai, chérie. Je t'aime. Je ferai ça pour toujours. » Et elle l'a fait. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Voilà l'histoire qu'ils colportent. Ouais, non, je continue juste à souffrir de ce bon sens. Je n'y crois tout simplement pas. Je pense, ce sont tous des menteurs vindicatifs, des traîtres trompeurs envers tout et tous ceux à qui Charlie était fidèle. Malheureusement, il leur était fidèle. Et maintenant, nous avons Andrew Colvett et Blakey Neff, qui disent que Charlie, qui avait clairement dit que Thomas Massie était l'un de ses députés préférés, l'a répété plusieurs fois. Vous pouviez écouter Charlie dans ses propres mots. Eh bien, maintenant, ils disent que non, s'il était là et qu'en privé, il nous aurait dit qu'il aurait été très frustré par Thomas Massie. Et donc maintenant, il est anti-Massie, où qu'il soit. Erika dit qu'il danse au paradis. Et ils ajoutent maintenant qu'il serait, je ne sais pas, sous-entendant qu'il serait content que Massie ait perdu. Voici ce qu'ils avaient à dire dans l'émission qu'ils doivent arrêter d'appeler le Charlie Kirk Show. Écoutez. Charlie était un fan de Thomas Massie, surtout historiquement. Il l'aimait pour ses positions sur la guerre, pour son côté strict sur le budget et les dépenses. Mais il était assez frustré que Massie n'ait pas voté en faveur du grand et magnifique projet de loi, parce que c'était essentiellement la totalité du programme de la première année du président Trump regroupé dans un seul texte. Et je dirais simplement qu'en privé, Charlie était vraiment frustré. Oui, je pense que c'est la bonne façon de le dire. Et je pense qu'il serait devenu encore plus frustré au vu des événements des 9 derniers mois, c'est-à-dire que nous aimions ce que Massie disait,
On aimait son côté libertarien et son épinglette affichant l'horloge de la dette. Oui, et j'aime toujours Massey. Et il y a tellement de choses à apprécier chez lui, mais il est devenu, surtout ces derniers mois, le numéro 1, disons-le, des trublions républicains. Républicains qui se met en travers de la route de Trump, critique Trump, et pas seulement sur la dette ou la guerre, mais aussi sur Epstein, en disant qu'il existe cette classe de pédophiles à laquelle Trump est essentiellement allié. Et quant à moi, Je pense que Charlie aurait été, comme tu l'as dit, très frustré. Il l'aurait été. Et Charlie n'était pas du genre à se disputer publiquement. Il aurait certainement envoyé des messages à Massey à ce sujet en mode « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il aurait été très préoccupé par cela. On ignore ses paroles exactes. Hein? On est honnête là-dessus? Ouais. Mais je peux te dire que j'ai eu des conversations très franches après le grand et magnifique Bill, où il m'a fait part en privé de sa frustration. voilà les gars, l'émission absolument pas Charlie Kirk. Je vote pour qu'il la renomme le Blakey Neff Show, le Blakey Neff Show, le Andrew Colvett Show, le Erika Kirk Show. Tout est juste là, sous vos yeux. Vous n'avez pas besoin de continuer à diriger le fantôme de Charlie Kirk. D'abord, Charlie s'est tellement opposé au dossier Epstein. Comment oses-tu utiliser ça comme exemple, Blake? Il aurait été tellement contrarié que Thomas Massey continue d'insister sur cette histoire d'Epstein et dise la vérité, à savoir que Trump protège la classe Epstein. Non, Charlie n'aurait pas été d'accord avec ça. Mais si, il l'aurait été. Charlie ne soutenait pas Jeffrey Epstein. Il n'aurait pas soutenu Trump qui disait de détourner le regard sur l'affaire Jeffrey Epstein et que tout le monde doit se taire à ce sujet, passer à autre chose et protéger des personnes qui ont fait du mal à des enfants. OK, arrêtons-nous là. Arrêtons complètement avec ce récit. C'est carrément ridicule. Bref, Raphaël Shriver, qui était directeur législatif pour Thomas Massey, a tweeté ceci. Andrew Colbert, n'avez-vous pas appelé notre bureau il y a quelques mois, le 12 mars 2026 pour être exact, en vous excusant abondamment que TPUSA ait publié une vidéo de Thomas Massey, en le qualifiant de rhino, ce que vous avez attribué à un stagiaire de 20 ans de TPUSA qui était tout excité par Jake Paul et que vous n'auriez jamais permis cela? N'avez-vous pas demandé que nous transmettions vos excuses sincères à Massey et que TPUSA n'allait pas s'impliquer dans la course, mais que vous vouliez personnellement que Massey gagne? Qu'est-ce qui a changé? Mentiez-vous à ce moment-là? Ou avez-vous reçu de l'argent entre-temps? C'est une bonne question. C'est comme ça qu'il se comporte, en coulisses, à manigancer, à négocier et à mentir, puis en public, ils disent quelque chose de complètement différent. Voilà ce qu'est devenue cette organisation après la mort de Charlie et probablement même avant. Et il est plausible que Charlie s'en soit rendu compte. C'est tout à fait plausible, étant donné les craintes qu'il avait exprimées vers la fin. Il ne reconnaissait plus son entreprise. Il a soudain compris que ces gens le manipulaient telle une marionnette. Et il était fatigué, il en avait assez. En fait, il l'a annoncé le jour même avant de mourir. Il n'avait plus d'autre choix que de mourir, d'abandonner la cause pro-israélienne. Un tweet, un message qu'ils ont tous nié qui n'existait pas jusqu'à ce que je le publie, ce qui a fait de moi le candidat public numéro 1. Je suppose que j'ai hérité ça du Pakistan. Le Pakistan doit être derrière tout ça? Je parie que c'est l'Iran qui a poussé Bibi à aller sur Fox News le lendemain et à dire « Je ne l'ai pas tué, ce n'était pas moi ». Ouais, d'accord, bien sûr. Bref, on revient après une courte pause. Très bien, les amis, cet épisode vous est présenté par Native Path. Collagène bovin pour vos os, articulations, peau et ongles. Si votre peau ternit, vos ongles se fragilisent ou vos articulations grincent plus qu'avant, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dès 30 ans, notre production de collagène chute naturellement chaque année. À 60 ans, on en perd la moitié, d'où mon choix pour le collagène Native Path. Créé par Chad Walding, kinésithérapeute, faute d'avoir trouvé un collagène pur fiable pour ses patients, il l'a donc conçu lui-même. J'adore sa simplicité. Un seul ingrédient, sans additifs ni charge, est testé en laboratoire indépendant. Il se dissout vite dans vos boissons. Ça prend 5 secondes. Avec 5 millions de pots vendus, beaucoup voient déjà des ongles et une peau plus saine et moins de douleurs articulaires. Mes spectateurs profitent d'une remise spéciale pour une durée limitée. Alors rendez-vous dès maintenant sur getnativepath.com/Candice. C'est getnativepath.com/Candice. Parlons aussi d'American Financing,
Entre courses, voyages et inflation, on se sent vite dépassé, surtout en comptant sur les cartes de crédit pour l'essentiel. Vous n'êtes pas seul face aux dettes. Propriétaire, vous hésitez à appeler American Financing pour garder votre taux bas. Découvrez le Smart Equity Loan d'American Financing. C'est une solution simple pour assainir vos finances sans perdre votre taux hypothécaire bas. Contrairement à une HELOC fluctuante, le Smart Equity Loan offre un taux fixe et un paiement prévisible. Utilisez la valeur de votre maison pour rembourser vos dettes et libérer de la trésorerie, tout en gardant votre prêt actuel. Sans frais initiaux, appelez American Financing au 877-95-1210. Encore une fois, c'est le 807-425-1210. Visitez americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. American Financing, la référence américaine pour les prêts immobiliers. Très bien, les amis. Le dernier épisode que nous avons fait portait sur Hunter Biden. La réaction a été incroyable. Les commentaires étaient vraiment touchants et inspirants. Des personnes luttant contre l'addiction, des personnes qui sont sobres depuis un moment, des personnes qui sont sobres mais récemment tentées et qui ont dit que cet épisode leur avait donné la force de continuer. C'est vraiment magnifique de lire ces commentaires. Les meilleurs commentaires de cet épisode, Real B avec No. S écrit « Respect à Candace de ne pas avoir impliqué son père dans cette histoire. Ce n'est vraiment pas une démarche Daily Wire. » Oui, j'ai un avis là-dessus. Je trouve que c'est totalement démoniaque de demander aux gens de dire publiquement quelque chose sur leurs parents ou sur des personnes avec qui ils ont des relations. Se soumettre, je t'ai déjà parlé de tout ce truc, comme dire quelque chose sur Kanye quand tout le monde parle de Kanye. Ils veulent que je le fasse parce que je suis son ami. Ce n'est pas mon rôle. Quand tu es un véritable ami pour quelqu'un, si tu as quelque chose à dire, tu le dis en privé. Et concernant Joe Biden, tout le monde sait ce que je pense de Joe Biden. Je ne suis pas fan de Joe Biden. Et Hunter Biden sait que je ne suis pas fan de Joe Biden. Je ne vais toujours pas devenir fan de Joe Biden. Je n'ai pas changé d'avis d'un iota. Mon opinion est qu'il a fait beaucoup de choses terribles quand il était sénateur. Il a très mal voté. Il a été impliqué dans certaines affaires. Je pense qu'il a fait énormément de choses corrompues au cours de sa carrière politique. Mais avoir cette conversation avec son fils, c'est juste bizarre. Ce serait tout simplement bizarre. Dis quelque chose de mal sur ton père. Dis-le. Non, ça ne marche pas comme ça. Je ne dirai jamais, jamais, jamais quelque chose de mal sur mes parents en public. Et ils me rendent fou. Genre, si tu veux voir ma sœur, tout le monde dans ma famille me rend fou. Mais c'est ma famille. Voilà ce que vous avez obtenu. Lace Space écrit « Hunter a montré plus d'émotion en 1 heure et demie en parlant de crack qu'Erika en 8 mois. Un véritable chef-d'œuvre d'interview. » Bien joué! Oui, j'ai vu beaucoup de commentaires de ce genre disant que c'est fou de constater qu'on perçoit plus d'émotions et de personnalité chez Hunter Biden que chez, vous savez, la femme de la veuve noire, la PDG. Et je suis totalement d'accord avec cette évaluation. Et nous avons fini de jouer, de faire semblant de jouer à faire comme si elle était normale ou qu'elle se comportait normalement. La comédie de la veuve éplorée a échoué. Vous avez mis beaucoup d'argent là-dedans. Une veuve en deuil ne devient pas PDG et présidente d'une entreprise pour ensuite partir immédiatement sur les routes à côtoyer des célébrités. Alors arrêtons simplement ça. Très bien, passons aux commentaires sous l'épisode d'aujourd'hui. James DeLeast écrit « Le fait qu'Erika Kirk et Victor Marx soient proches n'est vraiment pas surprenant. » Eamon Cullen, pas d'émission ce soir, mais ton interview de Hunter est ton meilleur épisode. C'était humble, authentique et très réaliste. Merci beaucoup. J'espère que tu reviendras et que tu pourras regarder l'émission. Et concernant le premier commentaire à propos de Victor Marx, encore une fois, on peut juger ton caractère par tous les potes avec qui tu traînes. Par exemple, Erika fait partie de ces personnes. C'est tout le monde autour de moi. Ce n'est juste pas moi. Je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. Je sais ce que vivent et mènent certaines de ces personnes à Turning Point USA. Elle ne s'est pas débarrassée de ces gens-là. Il n'y a rien chez elle qui permette de repartir à zéro. Rien. Je ne la trouve tout simplement pas crédible, pas du tout. C'est mon avis. J'ai le droit de la voir. C'est mon émission. Sean Katkui écrit « As-tu jamais découvert qui faisait des fuites à Erika depuis le cercle de Kanye? » Non. Merci de me le rappeler car j'ai effectivement laissé tomber cette information. C'est complètement dingue qu'Erika ait eu quelqu'un dans l'entourage de Kanye et qu'elle ait joué sur les deux tableaux.
Bon sang, rien que d'y penser, ça m'énerve. Franchement, elle est incroyable, elle se débrouille très bien. Trillian écrit, c'est l'heure du sondage. Quel est le moment le plus faussement gay de 2026? Encore une tentative d'assassinat contre Trump. 2344e tentative d'assassinat. B, le clip « Je veux juste rentrer à la maison » d'Erika Kirk. C, Israël qui rachète le siège de Thomas Masset. Ou D, toutes les réponses ci-dessus. D'accord. Si je dois choisir, je dirais que le moment le plus faux et le plus gay pour moi, c'est le clip « Je veux juste rentrer à la maison ». Rien que parce que l'email en lui-même est complètement fou. C'est dingue qu'aucun journaliste ne pose la question. Ça devrait être la question numéro 1. Et Candace a dit « Cet email existe. Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous boostiez artificiellement Erika Kirk? N'est-ce pas incroyable que leur mère dise que ce n'est pas vraiment pertinent? C'est extrêmement pertinent si notre armée fait la promotion des clips d'Erika Kirk. Et cela irait alors dans le sens de l'option A, la 2344e tentative d'assassinat de Trump qui serait fausse et gay. Donc, je dirais que A et B vont un peu ensemble. Un autre commentaire, Loopy Larry pète un câble en Floride. Asile de fou. C'est génial, je n'arrive pas à croire qu'on puisse avoir un pseudo aussi long. Cette personne écrit, Blake et Colvette mettent des mots dans la bouche de Charlie. Ils sont comme des langues de serpent. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est dingue. Et Blake est pire qu'Andrew. Andrew essaie toujours de dire quelque chose qui est vraisemblablement vrai. Je peux l'imaginer dire quelque chose comme « Oh, on n'a pas eu le vote pour Thomas Masset ». Genre, j'exprime de la frustration à ce sujet parce que tu ne vas pas toujours aimer la façon dont quelqu'un vote. En fait, c'est crédible. Je ne le nie pas. Je pense même qu'Andrew dit probablement la vérité. Il était frustré à propos de ça. Un point. J'ai fait et dit des choses qui ont frustré Charlie et Charlie a fait et dit des choses qui m'ont frustré. Cela n'enlève rien au fait qu'il a soutenu Thomas Masset, qu'il l'aurait soutenu et qu'il n'aurait pas apprécié que de l'argent soit dépensé par l'IPAC pour l'évincer. Il pensait qu'il était incroyable et il y aura des conséquences à cela. On ne peut pas simplement acheter des sièges comme ça. Comme je l'ai dit, Icar vole un peu trop près du soleil. Bon, maintenant, Jenix écrit « Trump a commis une haute trahison ». Quelqu'un sur X a dit qu'il était le plus grand cheval de Troie de l'histoire. Je suis d'accord avec cette affirmation. Je suis d'accord. C'est un cheval de Troie. Il a complètement laissé entrer des gens pour détruire l'Amérique. Et je ne sais pas ce qui motive cela. Je n'ai plus aucune lecture charitable à ce sujet. C'est tout simplement méprisable. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Les personnes avec qui il s'est associé sont méprisables. Cela atteint des niveaux de criminalité. Les échanges qui ont lieu, il fait une annonce, les gens font du délit d'initié en fonction de ce qu'ils savent de l'annonce à venir. Les mêmes coins qui prennent aux gens. Ceux qui ont déjà si peu, on les pousse à croire que ces mêmes coins ne font que voler la richesse, voler les pauvres pour encore plus remplir ses propres poches. Comment quelqu'un peut-il défendre Donald J. Trump en ce moment? Ça me fascine. Hunter Biden fumait du crack. Quelle est l'excuse de Donald Trump? C'est ma question. Quelle est l'excuse de Donald Trump? Très bien, les amis, quelques annonces. Je serai hors antenne la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais en fait à Saint-Pétersbourg. Je suis tellement excitée pour ça. Je rêve d'aller à Saint-Pétersbourg depuis longtemps en tant que chrétien pour voir ces cathédrales et églises et nous y allons enfin en famille. Je serai donc absent des ondes pendant une semaine entière. J'ai hâte de voir les gros titres. Les gens disent « Je suppose que je suis financé par l'Iran et la Russie et probablement aussi par le Pakistan. » Évidemment, je n'en suis pas sûre. Mon mari est allé plusieurs fois en Russie parce qu'il pêche et je sais que les Européens peuvent aller partout. C'est un vol court pour eux. Depuis notre mariage, je rêve d'y aller. On le fait enfin. Donc, je serai complètement absente des ondes. Aussi, si vous regardez l'émission en ce moment, abonnez-vous. On est très proche des 6 millions. Il ne nous manque que quelques centaines de personnes pour s'abonner à cette chaîne afin d'atteindre les 6 millions. Donc, j'espère qu'on pourra y arriver d'ici demain. Sinon, je vous le rappellerai encore. Pour soutenir l'émission, notre seul financement, c'est vous. Inscrivez-vous au club de lecture ou achetez des produits dérivés sur le site. Nous avons de nouveaux produits incroyables. Je vais d'ailleurs porter des produits dérivés demain. Allez sur canizone.com. On sort de nouveaux produits chaque jour et c'est vous qui nous donnez des idées de produits. Et je suis une grande amatrice de mugs. Alors, on met tout sur un mug.
Nous avons nos articles Make America Christian Again. Ça s'est très bien vendu. Ces casquettes sont incroyables parce que MAGA, c'est fini. Mais le christianisme, non. Et ça ne le sera jamais. Et oui, il y a tout simplement beaucoup de conversations qui évoluent. Personnellement, je suis très heureux que la gauche et la droite se rapprochent. C'est donc une bonne chose qui ressort de l'effondrement du MAGA originel et de ce que représente cette prise de contrôle néoconservatrice sioniste. Je pense que cela a rapproché les gens des personnes de tous horizons et de tous bords politiques. On va s'arrêter là-dessus, les amis. On se retrouve demain.